Bonsoir, je vous propose d'écouter ce soir l'audition de Serge Blisco, le président de la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Il était auditionné la semaine dernière devant la mission d'information du Sénat sur l'accès aux données administratives, une mission demandée par le groupe écologiste ici au Sénat. Alors le président de la Miviludes, Serge Blisco, observe une mutation des sectes. Les grandes organisations laissent désormais la place à de plus petits groupes, plus faciles donc à contrôler, surtout avec l'essor des nouvelles technologies. Les groupes sont donc maintenant plus petits grâce à Internet, mais ils sont toujours aussi dangereux, a insisté Serge Blisco. Voilà, je vous propose donc tout de suite de l'écouter. Nous accueillons aujourd'hui, à sa demande, M. Serge Blisco, qui est président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Miviludes. Monsieur le Président, vous êtes médecin et président du conseil d'administration de l'hôpital Sainte-Anne. Vous êtes accompagné par Madame Audrey Kaisers, voilà, qui est conseillère pour la presse et les relations avec les élus, et Madame Elisabeth Balèvre, qui est responsable du service de documentation. Alors, Monsieur le Président, vous êtes sans doute venu nous parler des difficultés que vous rencontrez face à certaines demandes d'accès aux données que vous détenez. Alors, je vous donne la parole et vous allez nous expliquer tout cela. Merci, Monsieur le Merci tout d'abord, Mesdames et Messieurs les sénateurs, de nous avoir sollicités pour vous présenter très rapidement, le plus rapidement possible, ce qui est notre métier, la Miviludes, la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, et notre position, ainsi que notre façon de réagir sur l'accès aux documents administratifs et aux données publiques qui nous sont fréquemment, vous l'avez dit, Monsieur le Président, en introduction, nous sommes très fréquemment sollicités. Donc je vais vous rappeler que la Miviludes fait partie d'une originalité, puisque c'est un organisme à peu près unique en Europe, peut-être au monde, c'est-à-dire un organisme public dépendant des services du Premier ministre, une mission interministérielle créée le 28 novembre 2002 sous sa forme actuelle par le gouvernement Raffarin par décret. Alors, l'histoire, vous la connaissez, de la Miviludes, elle ne s'appelait pas tout à fait comme ça, elle s'appelait Mission d'information et de lutte contre les sectes, MILS, au départ, et c'est une initiative parlementaire venue de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui avait abouti, par exemple, en 2001, à la loi, au vote de la loi dite Abou-Picard, du nom de ces deux protagonistes, de ces deux rapporteurs au Sénat et à l'Assemblée nationale. J'ajoute ici, d'une façon tout à fait particulière, que ce dispositif et surtout cette mission a toujours été portée par les pouvoirs publics de façon unanime, quelle que soit la couleur politique des gouvernements, des assemblées, et le vote, je crois, était toujours acquis à la quasi-unanimité des deux assemblées. Je voulais en profiter pour remercier les parlementaires qui nous ont toujours fait confiance. Donc les missions de la Miviludes s'inscrivent dans le consensus français de protection des victimes et de l'ordre public. La veille et la lutte que nous menons contre les dérives sectaires ne prend en compte que les seuls actes et comportements contraires aux lois et règlements portant atteinte aux droits fondamentaux de la personne ou troublant l'ordre public. Je voudrais préciser que, quelles que soient nos opinions personnelles, elles sont très variées dans une petite mission qui compte 15 personnes, et nos options philosophiques, politiques, religieuses, qui sont également très diverses, nous ne nous attachons pas à analyser idéologiquement, philosophiquement ou spirituellement tel ou tel groupement, telle ou telle personne, chacun évidemment, et nous sommes dans le cadre de la liberté de conscience, la liberté de conviction, la liberté de religion, et dans le cadre plus général de la loi de 1905 que nous respectons totalement, et qui, pour nous, en plus, c'est quelque chose, un garde-fou important. Et d'ailleurs, nous travaillons en étroite coopération avec le bureau des cultes, la direction des libertés publiques du ministère de l'Intérieur, qui a une connaissance maintenant plus de 100 ans, très fouillée des dispositifs de défense de la laïcité, et qui répond à beaucoup de questions et avec qui on travaille en parfaite harmonie. Donc nous informons le public sur les risques, voire les dangers auxquels il est exposé, et nous facilitons la mise en œuvre d'actions d'aide aux victimes de dérives sectaires. Nous travaillons en particulier avec les grandes associations qui s'occupent de dérives sectaires
proprement dite, comme la TFI, Association nationale avec des associations régionales, ou le CCMM Roger Icor, qui ont tous les deux une trentaine d'années d'existence et qui couvrent plus ou moins bien tout le territoire national. Nous travaillons également avec l'INAVEM comme organisme de public, en tout cas aidé par nous travaillons beaucoup avec l'INAVEM sur ces actions d'aide aux victimes. Et bien évidemment, nous sommes en contact quasiment quotidien avec les services de police, de gendarmerie, les collectivités locales, tous ceux qui nous envoient, nous demandent, la magistrature qui nous demande un certain nombre de précisions, voire une capacité, je n'ose pas dire d'expertise parce que le terme est réservé à une signification propre dans l'institution judiciaire, mais pour prendre un terme nouveau et un peu fleuri, on a une capacité d'être des sachants et donc des experts entre guillemets sur un certain nombre de problèmes. Bon, je vous le dis très simplement, un juge d'instruction pourra nous appeler ou un juge des affaires familiales en disant j'ai un problème, je ne comprends pas très bien ce que me raconte cette personne, cette famille, il semblerait qu'ils soient membres d'un groupement qui sont dans une autre logique plus inhabituelle que ce que nous connaissons habituellement. Et donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce que c'est que cela? Voilà. Donc, nous le faisons évidemment bien volontiers. Donc, nous sommes organisés, je vous l'ai dit, sous l'autorité d'un président. La MIVILUD est constituée d'une équipe permanente, interdisciplinaire, dirigée par un secrétaire général, magistrat de l'ordre judiciaire. Elle est composée de conseillers mis à disposition de tous les ministères concernés par la politique publique de lutte contre les dérives sectaires, l'intérieur, la justice, la santé, l'économie et les finances, l'éducation nationale et les affaires étrangères. Alors cette longue énumération ne doit pas vous faire croire que nous sommes un organisme tentaculaire. Nous sommes une douzaine, en comptant une douzaine d'effectifs réalisés et 14 ou 15 à l'effectif théorique. Et vous savez qu'il est toujours difficile d'avoir un effectif dans la fonction publique, par voie de détachement, d'avoir un effectif réalisé qui soit égal à l'effectif théorique. Donc voilà. Et nous avons bien sûr l'infrastructure de Matignon pour ce qui concerne les locaux. Nous sommes installés dans une annexe de Matignon rue Vanneau et notre secrétariat est assuré par les services du Premier ministre. Voilà. Donc nous avons 6 pôles importants et Mme Kayser s'occupe de la presse et Mme Balev qui est attachée d'administration centrale à Matignon, service du Premier ministre, et donc responsable du service de documentation, responsable du service d'un service qui fait 2 personnes. Voilà. Donc, mais nous continuons, malgré cette taille réduite, mais qui a assuré tout de même notre mission, avec parfois des difficultés, parce que nous sommes vraiment très peu nombreux, mais je crois que l'époque n'est pas à l'inflation des fonctionnaires ou des contractuels. Donc, je passe rapidement là-dessus. Et nous sommes en quelque sorte pilotés par un comité exécutif de pilotage opérationnel, qu'on appelle CEPO dans notre jargon, qui réunit les représentants de différentes grandes directions des ministères concernés, c'est dans le décret, donc des directeurs ou des sous-directeurs d'administration centrale, avec qui nous discutons une fois par trimestre de notre travail. Et du point de vue plus philosophique, nous avons un conseil d'orientation ouvert à la société civile avec 30 membres où l'on rencontre des parlementaires des 2 assemblées, des représentants de la haute fonction publique, du mouvement associatif, du monde médical, du secteur économique et social et des professeurs d'université qui viennent et qui discutent de nos orientations et qui s'informent aussi sur la façon que nous avons de travailler. Au plan local, le décret précise que chaque département doit au moins une fois par an, ce qui ferait 100 réunions si ce programme ambitieux était réalisé. Et pour le coup, 101, vous avez raison. Dans 101 départements, et l'outre-mer de ce point de vue sont des départements qui nous posent beaucoup de difficultés parfois. Donc dans les 101 départements français, nous devrions avoir une réunion par an qui réunit l'ensemble des services déconcentrés sous la codirection du préfet du département et du procureur de la République ou des procureurs quand il y en a plusieurs dans le ressort, qui coordonnent et surtout s'informent mutuellement. Et nous sommes présents en tant que conseillers, entre guillemets, ou consultants, des dérives sectaires telles qu'ils ont pu apparaître dans tel ou tel
partie du département. Et surtout avec l'institution judiciaire, nous voyons le cheminement judiciaire de ces affaires sont très fréquemment, alors c'est un peu, je dirais à la disposition du préfet, sont très fréquemment invités dans ces départements les représentants locaux des associations dont j'ai parlé, parfois dans une deuxième partie quand on a fini d'évoquer les affaires individuelles, et également, mais c'est plus rare, l'union des maires du département quand les problèmes des collectivités locales sont portés de façon assez importante dans ces domaines. Voilà. Et puis, un certain nombre de grandes administrations ont mis en place, je pense à l'Éducation nationale qui a mis en place au niveau académique, des correspondants par région. Alors, on sait que les académies et les régions ne sont pas toujours très, très congruentes, mais en gros, on a on décline d'une façon régionale avec des correspondants pour l'éducation nationale, pour les ARS, avec des fortunes diverses. Certains travaillent beaucoup, d'autres moins. Et de ce point de vue, on est toujours en demande de ces réunions parce qu'on s'aperçoit que c'est sur le terrain, en confrontant, et je disais, en multipliant les abords différents des différentes administrations, répression des fraudes d'un côté, éducation nationale de l'autre, et protection judiciaire de la jeunesse, parce qu'on s'aperçoit que, par exemple, un groupe déviant avec une famille, ça intéresse aussi bien les services sociaux d'un département, ça intéresse évidemment l'éducation nationale, ça peut intéresser la protection judiciaire de la jeunesse quand on a affaire à des choses plus lourdes, ça intéresse bien sûr la justice, ça intéresse également les maires qui sont confrontés à parfois des difficultés. Voilà, alors vous le savez mieux que nous, nous travaillons beaucoup aussi avec les commissions d'enquête parlementaire. La dernière a eu lieu dans cette assemblée au printemps, du coup a commencé à l'automne 2012 et a donné ses conclusions, donc la commission d'enquête parlementaire sur les dérives sectaires en matière de santé, qui a donné ses conclusions, je crois, en avril 2013. C'est un rapport qui a fait beaucoup de bruit parce qu'il abordait, d'abord c'était le premier que le Sénat se penchait sur ces dérives sectaires et surtout il défrichait un terrain particulièrement peu aisé à appréhender, celui des dérives sectaires dans le domaine de la santé, de la thérapeutique, du soin, qui a longtemps été porté sous le boisseau, qui n'a pas été mis en avant et qui était là monté, que le Sénat a réussi à mettre en évidence avec, je crois, une certaine finesse dans la différenciation entre la dérive thérapeutique qu'on trouve partout, qui est massive, qui correspond sans doute à un état de crise de la médecine et de la psychiatrie, enfin, et du point de vue relationnel avec les patients, et qui, en fait, ne nous concerne pas. Nous ne nous occupons que de dérives sectaires. Les dérives thérapeutiques, chacun en pense ce qu'il veut. Si elles ne sont pas de mal, et puis c'est au ministère de la Santé qui devrait s'en occuper. Je dis bien qui devrait, je m'arrête là. Mais nous ne nous occupons que des dérives sectaires qui sont relativement peu nombreuses dans ce domaine, mais qui peuvent être dramatiques, puisqu'elles consistent souvent à l'arrêt, ou du moins la préconisation, quand ce n'est pas plus fort, l'injonction d'arrêter un traitement éprouvé, mais éprouvant, au profit de traitements qui non validés pour des maladies importantes, graves, voire très graves. Et nos cas les plus douloureux sont des familles qui viennent nous voir en disant il a refusé d'aller à l'hôpital, il a refusé de suivre une chimiothérapie, il a refusé de se faire opérer, et il est tombé dans des mains de charlatans divers et variés qui, au nom d'un esprit de système, etc., l'ont amené à prendre des choses des produits qui n'ont non seulement pas fait de bien, mais ont même accéléré sa maladie. Et quand enfin on a pu réussir à amener une personne à l'hôpital, c'est un cas qui nous est relaté fréquemment, c'était trop tard et il est décédé ou elle est décédée quelques temps après d'une façon très, très affreuse. Et quand nous sommes tournés vers les personnes, les groupes qu'il avait soignés, évidemment, il n'y a plus personne. De toute façon, ils ne sont pas attaquables, puisque ce ne sont pas des professions de santé reconnues. Ils ne sont pas non plus attaquables parce qu'ils vous expliquent que, de toute façon, la maladie était mortelle et que le lien de causalité à faire entre une substance et un traitement, ou plutôt la préconisation d'une absence de traitement, est extrêmement difficile. Et nous sommes souvent très désappointés du point de vue judiciaire des suites que nous avons. Alors, nous avons aussi, je le mets dans un ordre voisin, ce que j'appellerais les psychothérapies déviantes,
C'est très difficile de faire la psychothérapie puisque c'est un contact personnel avec une personne en souffrance. L'emprise est constante entre le psychothérapeute et la personne qu'il va soigner. Et les psychologues, les psychanalystes, les psychiatres connaissent bien ça. Ça a d'ailleurs été, sans rentrer dans le détail, décrit par Freud avec le transfert et la façon de résister quand on est le soignant vis-à-vis du transfert, ou du moins de l'accompagner. Bon, là, ce sont des gens sans scrupules qui ont profité du transfert pour effectivement prendre le pouvoir sur la personne, capter ses souvenirs, sa vie, des secrets intimes, et puis finalement abuser de la personne. Et quand je dis abuser, c'est dans tous les sens du terme. Nous avons beaucoup d'affaires qui peuvent être très destructrices du point de vue familial, social, professionnel, intime, sentimental, et qui entraînent très souvent des ruptures dramatiques, voire des tentatives de suicide ou des suicides. Enfin, c'est quelque chose, ou des décompensations psychiatriques. Voilà. Pour vous dire notre travail, donc nous recevons 3000 requêtes saisines par an, 3000, ce qui fait une dizaine par jour. La plupart arrivent maintenant par voie électronique, par courrier électronique, ce qui pose un certain nombre de problèmes parce que nous devons, pour l'instant, mais nous avons signé une convention pour aller de l'avant avec les services du Premier ministre et pour arriver à une gestion électronique du courrier, nous devons répondre d'une façon très formalisée. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, c'est-à-dire d'une façon avec une lettre bleu, blanc, rouge à la signature manuscrite, ce qui entraîne un volume de papier. Je crois qu'on arrive un petit peu aussi à ce qui peut vous intéresser. Volume de papier, d'archivage. Alors c'est très paradoxal parce qu'on reçoit des mails de 2 lignes ou de 3 lignes, j'exagère à peine, et nous écrivons une lettre très formatée, très formalisée, très formelle. D'ailleurs, et c'est un des autres aspects sur lesquels je voudrais insister, très souvent, avec une langue de bois. Car comme nos mails nos lettres sont publiques, enfin, on ne sait pas où elles partent. On peut être parfaitement manipulé aussi par un mail. On vérifie, on ne demande qu'une adresse postale pour répondre par courrier. Parfois, on donne un numéro de téléphone. Mais on a l'impression que, bien sûr, un certain nombre de personnes qui n'aiment pas notre façon de travailler nous envoient des mails pour nous tester. Donc, comme on a eu quelques aventures dans le passé, on écrit une lettre très, très formalisée et, j'allais dire, très langue de bois qui dit simplement nous n'avons jamais eu de renseignements ou de signalement sur ce groupe, sur cette personne, sur cette méthode thérapeutique, mais cela ne vaut pas une innocuité. Bon, voilà. C'est un peu sec. J'ai l'impression que les personnes qui sont vraiment en détresse, qui reçoivent ce courrier, doivent se dire, mais cette administration qui a plus d'un mois me répondre, vous avez compris qu'avec 3000 et avec le petit nombre que nous sommes, nous mettons un peu de temps, ne se moque-t-elle pas un peu de nous, vraiment, pour avoir ce type de réponse? Alors, nous avons privilégié, pour pallier cet inconvénient, un contact plus direct. Quand nous sentons, à travers un mail, c'est parfois pas toujours facile, c'est pour ça qu'on demande un téléphone, quand nous sentons une véritable détresse, quelque chose qui nous semble lourd, un cri, finalement un cri d'alarme, nous téléphonons aux personnes, nous leur demandons s'ils veulent venir en rendez-vous, et nous sommes une administration, un service du Premier ministre qui n'avons pas de plateforme téléphonique du genre taper 1, taper 2, taper 3. Nous prenons les personnes au téléphone, on essaie de débrouiller un petit peu leur affaire. Vous n'avez pas ce recours à cette horreur qui s'appelle la plateforme téléphonique. Voilà, non, mais je voulais le dire parce que, et donc c'est un peu le rôle, puisqu'on peut se demander que font un officier de police et un capitaine de gendarmerie dans cette affaire. Comme ils ont une habitude de recevoir des victimes, finalement, c'est eux qui les reçoivent d'une façon très discrète, très isolée, en essayant. Alors, on reçoit surtout des familles, je vous le disais, parfois. C'est un peu compliqué. On essaie aussi d'éviter l'instrumentalisation quand un couple se sépare, qu'on est très vite amené à dire que l'autre a un comportement très curieux, et quand il y a des enfants, il y a de gros enjeux. Donc ils essayent de voir quelle est exactement la situation, et puis de voir les signes d'alerte, par exemple, des personnes qui visiblement seraient prises dans un phénomène d'extorsion financière, qui commencent à vendre des biens, à faire des donations très importantes, des legs, et donc on peut effectivement orienter les gens vers un parcours judiciaire, un parcours
psychiatrique, un parcours psychologique, un parcours de sécurité, voire un juge pour une tutelle quand une personne âgée se trouve en difficulté, donc une protection, une mise sous sauvegarde de justice. Voilà. À partir de là, je vais essayer de répondre à votre cœur de vos préoccupations. Donc, j'ai dit qu'on trouverait 3000 requêtes par an. Je dois préciser que la plupart viennent de particuliers, mais il y a aussi des institutions publiques. Je vous disais, un maire, un conseil général souhaite obtenir des informations sur un mouvement sectaire ou sur une pratique à risque. Et puis, on a aussi des témoignages de gens pour qui c'est trop tard, mais qui nous écrivent. Et je vous donnerai un certain nombre d'exemples pour dire, voilà ce qui m'est arrivé. Votre travail, c'est aussi de mettre en garde les autres pour qu'il ne leur arrive pas la même chose. Bon, vu la masse de renseignements parfois intimes, sensibles, parfois extrêmement difficiles que nous recevons, il nous semble évident qu'il faut protéger l'anonymat vers l'extérieur, l'anonymat de ceux qui nous écrivent, de ceux qui nous contactent, de ceux qui viennent nous voir, leurs témoignages. Certains nous versent des certificats médicaux, des certificats de psychiatres à l'appui, et voir des états bancaires quand ils veulent montrer qu'une personne âgée, leurs parents âgés, est en train de se faire dépouiller, on nous amène des relevés bancaires. Enfin, vous voyez, voilà, en nous disant qu'est-ce que vous en pensez, c'est quand même bizarre que mon père, ma mère, restés seuls, etc., en soit arrivé à avoir dépensé autant d'argent. Bon, c'est extrêmement... donc, ce sont des données pour nous très sensibles. Évidemment, nous les protégeons et nous leur assurons le parfait anonymat et le refus, évidemment, de toute diffusion publique de ces données. J'ai coutume de dire, puisque je m'en étais occupé dans une vie antérieure, que nous sommes aujourd'hui, avec les victimes des dérives sectaires, dans la situation où nous étions il y a peut-être 20 ans avec les victimes de violences faites aux femmes, que dans un cadre conjugal ou le plus souvent ou périconjugal. Complication d'abord des victimes, on ne peut pas traiter d'une façon, je dirais, comme les autres victimes. Attention particulière, je pense, pour vous rassurer, que c'est très faible par rapport au grand nombre de femmes victimes de violences, mais c'est la même intensité. Et je dirais le même abord compliqué de victimes qui sont des victimes, comment dire, complexes, qui voudraient que ça s'arrange, ne sont pas des victimes d'un vol ou d'un cambriolage ou de violence, d'un vol avec violence classique qui arrive dans un commissariat, une brigade de gendarmerie. Nous avons affaire à des gens qui ont un rapport particulier lié avec leur, comme dans les violences conjugales, avec la personne qui est l'auteur. Alors c'est sous emprise, il y a eu quelques procès, vous avez vu, la justice a hésité entre co-complicité ou victime elle-même pour les gens qui étaient en fait les complices je pense à l'affaire de Lisieux par exemple, et a finalement déclassé au rang de victime, le terme déclassé est un peu péjoratif, mais a dit que ce ne sont pas des co-auteurs, ce sont en fait des victimes. Eh bien on est parfois, nous, avec cette difficulté de rencontrer des personnes qui ont un rapport extrêmement ambigu avec la personne qui leur fait du mal, qui voudrait que ça s'arrange, qui dit « je crois toujours à ce qu'il raconte, mais lui a un comportement mauvais ». En fait, c'est une dérive, c'est une déviation. Alors c'est très délicat parce que nous savons que nous avons énormément de dépôts de plaintes qui sont avec des retraits, donc qui sont très décevants. Nous avons des gens qui ne déposent pas plainte alors qu'ils sont partis avec, on leur explique, etc. Bon, nous déposons plainte parfois quand la personne est au nom de l'article 40 du Code de procédure pénale. C'est dans le décret de 2002, nous fait obligation de le faire. Mais nous ne le faisons pas systématiquement à la place aussi des personnes parce que, d'abord, nous n'avons pas tous les éléments. Et deuxièmement, c'est une démarche qui elle-même fait sortir la personne de son état délicat d'emprise où elle se trouve. Donc il faut qu'elle puisse rassembler ses forces et parfois du courage pour aller dire ça s'arrête. Et donc nous avons parfois cette difficulté avec des victimes dont le terme ambigu est sans doute un tout petit peu trop péjoratif, mais des victimes compliquées à gérer, excusez-moi de le dire comme cela. Alors, je vous donne ici, peut-être pour faire une petite pause, quelques témoignages qui sont arrivés. Alors, évidemment, je vais vous les lire très rapidement.
Une jeune femme, par exemple, cas numéro 1, une jeune femme qui a été rejetée par son ami, qui a considérablement changé de comportement après adhésion à la Nouvelle Acropole. C'est un mouvement extrêmement autoritaire, venu d'Amérique du Sud, qui fait soi-disant des conférences philosophiques et qui en fait prend les gens et prend beaucoup d'argent. Elle décrit dans son témoignage les stages d'initiation d'endurance, les lectures à haute voix des œuvres philosophiques du fondateur du mouvement, durant des heures où les missions non codées dont sont investis les membres. Elle interpelle, cette jeune femme, c'est la date du mois de novembre, la Miviludes sur les moyens de contrer les activités de la Nouvelle Acropole. Bien. C'est pas très simple parce que la Nouvelle Acropole est un mouvement qui est très puissant, qui a beaucoup d'argent. Deuxième cas. Malgré la prescription des faits, une victime de M. Mikhail Ivanov, alors c'est un mouvement qui dirige un mouvement qui s'appelle la Fraternité Blanche Universelle. C'est un mouvement suprématiste, racialiste, absolument effrayant, mais qui a beaucoup essaimé dans beaucoup de pays anglo-saxons d'abord, Afrique du Sud et puis maintenant en Europe. Donc une victime souhaite s'entretenir avec un conseiller Miviludes afin que la société tout entière sache ce que les mineurs ou les jeunes adultes peuvent subir en matière de violences sexuelles, notamment dans certains mouvements. Une incidente, évidemment, nous sommes beaucoup plus réactifs et proactifs dès qu'il s'agit de mineurs, parce que nous avons, grâce au code pénal et au juge des enfants, une plus grande faculté et même une obligation, alors que des personnes majeures, malheureusement, elles ont une grande liberté de faire y compris des sottises un peu abominables, quoi. Bon. Donc nous sommes très réactifs quand il s'agit de mineurs. Une victime d'un groupement qui s'appelle Galacteus, ou qui s'appelle Isozène aussi, souhaite livrer son témoignage afin que d'autres ne se trouvent pas piégés par une expérience aussi néfaste que celle qu'elle a vécue et dont elle dit être sortie grâce à l'aide de son entourage et la pratique de la religion catholique. Heureusement, elle a pu trouver une écoute attentive. Une adepte des témoins de Jéhovah a été victime à l'adolescence d'abus sexuels. Je m'étendrai plus si vous posez une question sur ces questions très compliquées des témoins de Jéhovah. Elle souhaite apporter son témoignage afin que les parents témoins de Jéhovah eux-mêmes prennent conscience du tort qu'ils causent à leurs enfants en appliquant strictement la règle des 2 témoins de la Watchtower, c'est l'Organisation internationale des témoins de Jéhovah. Cette adepte précise qu'elle subit encore aujourd'hui, soit 30 ans après les faits, les conséquences psychologiques de ces agressions. 5e exemple. Une mère de famille est hospitalisée en psychiatrie à la suite de la fréquentation d'un thérapeute. Son mari indique qu'elle pratiquait des séances d'hypnose qui se déroulaient toute la nuit. Est-il besoin de préciser qu'ensuite elle s'est enfuie avec le thérapeute? Un ex-adepte et témoin de Jéhovah nous demande de ne pas dévoiler nos sources, en dépit de l'autorisation que le mouvement a obtenue du tribunal de consulter les documents détenus par les Miviludes. Et c'est une réaction suite à une décision du Conseil d'État du 22 février 2013 qui nous a posé beaucoup de questions, dans la mesure où j'ai ici vraiment sa lettre, en disant surtout, je vous en supplie, j'ai encore des membres de ma famille dans ce mouvement, si je veux continuer à les voir, à les fréquenter même fugitivement, et je dois absolument garder mon anonymat, ce qu'on lui a bien sûr promis. Voilà. Je voulais vous donner aussi, mais je vous donnerai la fiche, 5 exemples de livres récemment parus qui expliquent bien ce phénomène compliqué de l'emprise mentale. Donc, je les ai choisis à dessein avec Madame Balèvre dans tous les domaines de l'emprise mentale, je dirais, pour que tout le monde en ait un tout petit peu pour lui. Moi, ancien légionnaire du Christ, de M. Xavier Léger, qui est un ancien séminariste de ce groupement catholique très particulier qui a beaucoup défrayé la chronique en 2008 et qui vient donc de livrer un témoignage. 5 ans de cauchemar d'Éric et Julie Martin, qui sont un jeune couple qui était dans l'affaire de Lisieux, qui étaient des victimes épouvantables de la plus épouvantable affaire de Lisieux, où une dame avait réduit en esclavage des personnes un peu immatures et même certains malades mentaux pendant des années, avec des choses tellement dures qu'il a fallu que les procès l'appellent et le premier procès ait lieu à huis clos. Nous n'étions pas armés de Christine de Vidrine, qui est la belle-sœur de la famille dite de l'affaire des reclus de Montflanquin et qui raconte la mise sous emprise d'une famille pendant 10 ans par un escroc particulièrement psychologiquement habile. Le silence et la honte de Solveig Elie, ça c'est sur... Les Béatitudes. Ah oui, alors c'est sur le mouvement charismatique d'origine catholique qui s'appelle les Béatitudes, qui a aussi défrayé la chronique par de lourdes affaires, en particulier d'attouchements sexuels sur des mineurs. Et De l'enfer à l'endroit, de Myriam Declercq, qui est un livre très intéressant d'une jeune femme partie à 15 ans dans un groupe
groupement post-68 qu'on appelait les enfants de Dieu, qui se promenaient dans les rues de nos villes avec guitare et très sympathique, qui s'appelait ensuite la famille, et qui était en fait un enfermement absolument atroce dans un groupe sous l'autorité d'un gourou, et qui s'est retrouvé, quand on en est sorti à 26 ans, avec 4 enfants de plusieurs pères différents. Bon, enfin, je passe, mais elle décrit ça avec beaucoup de, j'allais dire, de sérieux et en même temps d'un regard très critique. Alors, je voudrais maintenant, dans une deuxième partie, vous parler de notre position face à l'accès aux documents administratifs. Donc, vous l'avez compris, nous sommes effectivement très attentifs à ne jamais mettre en danger les personnes qui nous écrivent. D'un certain point de vue, nous nous confortons totalement à la loi du 17 juillet 1978 et en particulier à son article 6 qui protège, qui fait état des exceptions. Donc nous nous situons vraiment dans la sécurité des personnes. Nous avons aussi l'impression, parce que nous sommes beaucoup critiqués par des mouvements donc adversaires, des mouvements sectarisés adverses, que cette loi n'était pas faite pour protéger ces mouvements, mais pour protéger les victimes. Donc quand on nous demande, au nom de la loi du 7 juillet 1978, de donner toutes nos sources en disant vous nous attaquez, non, nous protégeons les victimes, nous n'attaquons personne. Encore une fois, je le dis ici solennellement dans le cadre de cette mission parlementaire, nous ne jugeons jamais les doctrines. Je dis toujours, c'est une forme de plaisanterie, mais il existe en France 200 adorateurs de l'oignon. Chacun pense ce qu'il veut, mais ce sont des gens absolument charmants qui sont venus nous voir à plusieurs reprises pour nous faire préciser que nous ne considérons pas comme un mouvement de dérive sectaire. On en rentre, on en sort, on paye une cotisation très minime, et les gens sont évidemment libres de croire ce qu'ils veulent. Donc c'est pour nous un faux problème. Nous nous intéressons qu'aux délits, qu'aux crimes, qu'aux contraventions, qu'aux victimes, qu'aux personnes dont nous sentons qu'elles sont partis sur des processus et qu'elles ont perdu finalement leur libre arbitre. C'est vraiment ça. Et donc nous n'avons aucun intérêt, et je dirais que nous n'avons aucun avis sur les mouvements. Et je l'ai dit, nous sommes suffisamment nombreux et pluralistes nous-mêmes pour savoir qu'il y a une infinité de convictions, de croyances dans ce pays. Donc nous sommes extrêmement attentifs à ce que l'anonymat et l'identité de nos victimes, et je dirais au-delà même du nom, etc., de l'adresse, nous ne donnons jamais la ville, nous ne donnons jamais les circonstances, nous ne donnons jamais les dates, parce que nous avons en face de nous des mouvements qui ont des sortes de services de renseignement, voire de barbouzes, qui peuvent parfaitement remonter à la surface et à la source des renseignements. Donc nous sommes extrêmement attentifs à ne jamais communiquer des informations sur les personnes physiques, de préserver évidemment le secret médical quand nous avons des tests médicaux et les secrets de la vie privée. Alors nous recevons beaucoup de demandes. La CADA considère logiquement que les documents produits et reçus par la Miviludes dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, et nous le comprenons parfaitement. Ce que nous pouvons constater, c'est qu'au nom de cette loi du 1er juillet, nous sommes, comment dire, bombardés, excusez-moi la familiarité du terme, en tout cas extrêmement sollicités par ces mouvements. Alors, ces mouvements sont en général toujours les mêmes. Alors, ils ont parfois un certain nombre de noms, différents, c'est-à-dire ce que nous appelons des identités multiples. Alors, nous avons par exemple, la scientologie s'appelle Éthique et Liberté, c'est dans le 12e. Elle s'appelle également Comité citoyen pour les droits de l'homme, ce qui entraîne parfois une confusion avec la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Les parlementaires reçoivent en général la CCDH et disent mais pourquoi ils m'interpellent là-dessus. Bon, la CCDH s'est fait une spécialisation d'attaquer les hôpitaux psychiatriques et l'hospitalisation psychiatrique. Les témoins de Jéhovah ont, outre quand ils apparaissent, quelque chose qui s'appelle les comités de liaison hospitaliers, qui pénètrent dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les maisons pour handicapés, et entend expliquer, sans y être invité, la vraie parole des témoins de Jéhovah. Nous nous méfions terriblement, nous l'avons mis dans notre dernier rapport au Premier ministre, de ceux qui se pénètrent dans les maisons ou les EHPAD ou les établissements médicaux
sociaux qui reçoivent du public âgé ou handicapé, dans la mesure où les directeurs nous consultent fréquemment en disant il y a à la fois une liberté de conviction, ils peuvent recevoir qui ils veulent pour leur porter un secours spirituel. Leur disons évidemment, nous sommes d'accord avec vous, mais surveillez quand même qu'au final, ça ne se traduise pas quand même par un affaiblissement des capacités contributives de la personne, parce qu'on a déjà eu ce genre de cas. Voilà. Nous avons comme ça un certain nombre de signalements qui sont émergents. Je dois dire qu'on est quelque part aussi des donneurs d'alerte. Nous avons vu émerger ce problème des personnes âgées en institution dans ces dernières années. Et nous Monsieur le Président, juste une toute petite chose, c'est que le temps malheureusement s'écoule très vite et il ne reste plus qu'une dizaine de minutes. Donc il faudrait arriver à conclure en conservant l'essentiel. Je termine en nous disant que nous répondons favorablement aux demandes de communication quand les documents que nous détenons sont des documents, j'allais dire, qui ne mettent pas en cause l'identité des personnes qui nous écrivent. Donc nous écrivons, après que la CADA nous l'ait demandé, nous envoyons les articles de presse, les extraits de décisions judiciaires, les documents d'information générale recueillis par la recherche documentaire, libres sur Internet ou dans des ouvrages, des publications de chercheurs, etc. On nous reproche souvent de dire vous nous envoyez notre propre littérature. Ben oui, mais c'est là-dessus qu'on se forge une opinion sur un certain nombre de questions. Voilà. Nous continuons donc à refuser tout ce qui pourrait mettre en jeu la sécurité des personnes. Je voudrais simplement que nous recevons beaucoup de sollicitations, parfois étranges, parfois des années après. J'ai un exemple ici, on nous demandait de justifier, d'envoyer, c'est la lettre d'éthique et liberté de 2011. Je vais vous la lire, ça va être très rapide. Non, sur Madame Picard. Donc c'est adressé au Premier ministre, c'est quelques lignes. Monsieur le Premier ministre, 4 réunions du Conseil d'orientation de la Miviludes. Alors il est parti le 23 juillet 2013. 4 réunions du Conseil d'orientation de la Miviludes, le fameux Conseil d'orientation large dont je vous ai parlé, sont tenues les 9 février, 22 juin, 5 octobre, décembre 2011, auquel Mme Picard, présidente de l'UNATFI, ancienne parlementaire, a assisté en tant que présidente de l'UNATFI. De vous demander, en application de la loi du 7 juillet 1978, modifiée le 12 avril 2000, l'accès aux documents administratifs relatifs à ces 4 réunions du Conseil d'orientation, tels que compte-rendu, procès-verbaux, directives, instructions, notes, statistiques, après occultation d'éventuelles mentions non communicables, telles que précisées dans l'alinéa 3, etc. En vous remerciant par avance, et ça vient de la scientologie. Voilà, donc j'ai bien sûr alerté à la fois Mme Picard du fait qu'on voulait savoir ce que 2 ans après ce qu'elle avait pu dire, mais le problème c'est que nous avons des fonctionnaires qui ne sont pas là à titre personnel dans ce genre de réunion, mais désignés, délégués par leur administration. Bon, je sais comment ça se passe. Le directeur dit au sous-directeur, qui dit au chef de bureau, donc pourquoi mettre son nom, donc nous envoyons des pièces stabilotées d'une façon, je vais dire, grossière, il y en a partout, et en plus, vous voyez, on ne nous demande pas, nous, on nous demande ce que Mme Picard a déclaré dans une de nos réunions. Bon, il faut savoir aussi, et nous l'avons appris d'une façon très fortuite, par une lettre de la mairie de Bordeaux, que quand nous intervenons, nous sommes intervenus à la mairie de Bordeaux sur un colloque et le lancement par un avocat de Bordeaux, d'un maître Picotin qui fut un ancien parlementaire, qui voulait un peu titiller des pouvoirs publics à la mairie de Bordeaux. Il avait donc trouvé un cadre très, très prestigieux pour dire tout ce qu'il faudrait faire de plus, et il a souvent raison, sur la lutte anti-secte. Et donc, il a cité la Miviludes, qui était d'ailleurs représentée par un conseiller. Donc la mairie de Bordeaux a reçu une demande d'information sur le fait pourquoi on y était, qu'on leur demande tout, etc. Et que, évidemment, au nom de la loi... Et on demande les dossiers de demande de subvention, les délibérations du conseil municipal, les correspondances échangées entre la mairie et un certain nombre d'associations qui étaient présentes, y compris la Miviludes, qui n'est pas une association. Et donc on nous demande sans arrêt, y compris aux organismes extérieurs. On a demandé, je l'ai appris par le jeune magistrat qui est chez nous comme secrétaire général depuis 3 mois, il était à la DACG auparavant, que chaque fois, il s'occupait donc des dérives sectaires suivant à la direction des affaires criminelles et des grâces, des grands procès de dérives sectaires. Il faisait une analyse pour le ministre. Et donc, il recevait également, dès qu'il mettait le mot Miviludes, une demande de toutes les pièces qu'il pouvait fournir. Enfin, vous voyez, c'est une guérilla administrative
administrative au nom de la loi de 17 juillet 78, alors que pour nous, elle ne nous paraissait pas être destinée à lutter contre le travail d'une mission comme la nôtre. Voilà. Je voudrais en conclusion, Monsieur le Président, vous dire que pour nous, la transparence administrative est une avancée démocratique fondamentale et inéluctable, d'ailleurs, à laquelle la Miviludes se conforme. Toutefois, les demandes de communication de documents qu'elle reçoit sont effectuées en fait par des lobbies et des groupes bien connus qui n'ont comme seul objectif de combattre notre action, et donc l'action des pouvoirs publics, et même notre légitimité. En l'état actuel de la loi de 1978, si vous posez la question, je dirais qu'elle me paraît équilibrée, et de l'avis général de tous les conseillers que j'ai recueillis avant cette audition, elle nous convient très bien dans sa rédaction actuelle. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de Madame votre la écoute. rapporteure. Bien écoutez, je pense que vous avez à peu près tout dit. Vous avez bien résumé votre action et la difficulté qui incombe. Moi, je me posais une question, mais c'est peut-être une question extrêmement difficile. Est-ce que pour vous, c'est toujours simple de faire la frontière entre une église reconnue et traitée par le ministère de l'Intérieur dans le cadre du bureau des cultes et qui est, on va dire, estampillée comme telle, et une dérive sectaire? C'est-à-dire, est-ce que parfois vous n'avez pas des difficultés concernant les limites voilà, les limites? C'était une question que je me posais, et du coup, ça pose ensuite la question des documents, évidemment. Oui, bien sûr, et ça fait partie de notre... alors, on travaille beaucoup avec le bureau des cultes là-dessus. Alors, on travaille également avec les églises elles-mêmes, qui sont très différentes sur l'organisation en France. Puis aujourd'hui, le paysage religieux est devenu beaucoup plus pluraliste. Hein. En même temps, je remarque que, par exemple, il y a beaucoup d'églises évangéliques, charismatiques, néo-évangéliques. Bon, il y a au sein de la Confédération nationale des évangélistes de France, la CNEF, qui fait partie du mouvement protestant, un observatoire des dérives sectaires en milieu évangélique, dirigé par un pasteur, le pasteur Anjou, qui est près de Montpellier, avec qui on travaille très quotidiennement, parce que ce sont des micro-groupes. Donc, ce qui nous pose problème dans ces micro-groupes, c'est en fait, ils sont, je ne dis pas secrets, mais très discrets, et les dérives ont lieu dans ces milieux très fermés. On le trouve dans toutes les autres religions. Alors, très récemment, la conférence des évêques de France, qui avait un bureau Nouvelles Croyances et dérives sectaires, a scindé, et nous avons rencontré les deux responsables du bureau des dérives sectaires, la sœur Marie Sorlin, qui est un ancien juge d'instruction et qui est devenu, qui est donc un état religieux depuis une vingtaine d'années, qui est juge à l'officialité de Dijon, et qui donc a pris ça vraiment à bras le corps, les dérives sectaires en milieu charismatique catholique, on va dire ça de façon un peu rapide comme cela, et aidé par un évêque auxiliaire, monsieur Le Basque, qui lui-même travaille beaucoup sur l'Église de France et a la pleine confiance de Monseigneur Pontier. Nous travaillons également très bien avec l'Union des bouddhistes de France, qui nous signale tel ou tel... Alors là, le paysage est moins connu, hein, je dirais, par nous. Donc, il nous signale que tel ou tel groupe est, qui sont attentifs, ou que celui-là peut adhérer à l'UBF, donc ne pose pas de problème. Voilà. Donc, nous avons bien sûr des interrogations, mais nous n'avons pas en général de difficultés, parce que, j'allais dire, dans ce type de mouvement, la dérive sectaire, quand elle arrive, se repère très vite. D'abord parce que, heureusement, tous les adeptes ne tombent pas. Et donc, certains viennent nous voir en disant ça ne va pas, ça dérive, vous devriez faire quelque chose. Ils nous envoient un signal d'alerte, donc on commence à regarder. Et en général, j'allais dire, l'autorégulation se fait par dans l'Église elle-même, enfin dans les églises, hein, dans les grandes confessions religieuses elles-mêmes. Merci. Une autre question. Alors, je voudrais saluer la présence de Jean-Jacques Hyest, notre président, qui a pu se libérer et venir nous rejoindre et qui a peut-être une question à poser. Pour avoir été quelques années à la Miviludes et puis avant, donc je connais un petit peu ces problématiques, donc je n'ai pas de questions. Mais je remercie le président Blisco, au contraire, d'avoir apporté toutes les informations nécessaires et vu de notre point de vue de mission d'information. Parce qu'évidemment, on ne fait pas une mission d'information sur les sectes ou sur ça, c'est d'autres sujets qui est toujours d'ailleurs... Si, j'ai peut-être une question quand même. C'est les dérives sectaires dans le monde de l'islam.
enfin, tout ce qu'on apprend aujourd'hui des jeunes qui sont embrigadés, qui partent, etc., au djihad, comme nous l'a révélé le ministre de l'Intérieur, plusieurs centaines quand même. Et comment détectez-vous? Parce que c'est une dérive sectaire aussi, ça. Bon, pardon, Monsieur le Président, mais je pense quand même que vous regardez ça aussi. Bien. Alors, Monsieur le Président, si vous pouvez donner une réponse assez rapide. Oui, ça fait partie de ce que je vous disais. On témoigne. Micro, s'il vous plaît. Nous sommes des donneurs d'alerte là-dessus. On a vu monter le phénomène Monsieur Yast, en 2 ans, Monsieur le Sénateur. En 2 ans. On n'avait jamais de signalement de ce type. Très vite. On a vu donc depuis 2 ans des familles alors des familles soit d'origine musulmane, mais qui disent il y a une dérive chez mon fils, ma fille. Bon, soit des familles qui ne sont pas d'origine musulmane, mais alors on nous donne pas trop j'allais dire de signalement parce que quand on est dans une histoire de départ dans un pays étranger, ça ne nous concerne pas. C'est plus une dérive sectaire là, c'est un problème évidemment beaucoup plus lourd. Nous, ce sont plutôt des jeunes filles qui tout d'un coup, j'allais dire, dérivent au sens religieux du terme d'une famille, qu'elle soit d'origine musulmane ou pas, mais qui s'enferment vraiment dans une conception extrêmement étroite de la religion. Alors c'est un peu délicat, c'est un peu délicat parce que tant que les lois, donc celles que nous avons votées récemment, ne sont pas transgressées, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Donc voilà. Et on nous signale beaucoup plus de jeunes filles que de jeunes gens, mais je pense que c'est parce que nous, on est plus ils sont plus dans l'interrogation familiale que dans l'interrogation, j'allais dire, ordre public ou sécurité publique. Voilà. Bien, ben écoutez, je crois que nous avons terminé notre audition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, merci d'être venus également. Et je rappelle aux membres de cette mission que, exceptionnellement, les auditions reprendront mercredi prochain après-midi de la semaine prochaine, et où nous entendrons des journalistes d'investigation qui font un grand usage de données publiques pour leurs enquêtes et analyses. Voilà, je vous remercie tous. La séance est levée. Merci. Voilà, vous avez pu suivre l'audition de Serge Blisco, le président de la Miviludes, devant la mission d'information sur l'accès aux données administratives. Tout de suite, c'est 24 heures Sénat, présenté par Delphine Girard. En mai 1996, les 7 moines français de Tibérine